On va parler football féminin. On en a un peu parlé déjà aujourd'hui sur cette scène. Mais là, on en parle avec deux acteurs majeurs du football féminin français. D'un côté, Stefano Petruzzo, directeur général de la section féminine de l'Olympique de Marseille. À ses côtés, Andrea Konig, présidente du RC Lens féminin et vice-présidente de la Ligue de football féminine professionnelle. Merci à tous les deux de répondre à nos questions aujourd'hui. Juste petite question, qui suit un peu le football féminin là, levez la main. Qui suit un peu la Ligue 1 féminine? Bon, c'est pas mal. Vous pourrez les suivre en tout cas l'année prochaine. On entend beaucoup que le football féminin n'est pas encore économiquement viable. Qu'est-ce qui, selon vous, entretient ce mythe, Andrea? Pourquoi on pense ça encore aujourd'hui? Moi, je dis souvent que si j'avais 1 euro pour toutes les fois que j'ai entendu que le football féminin n'a pas de modèle économique, je bloquerais mon budget partenariat pour l'année. En réalité, je crois fortement que ceux qui disent ça ne veulent pas en avoir un. Il y a des clubs qui montrent qu'on peut en avoir un si on met les moyens. Je donnais l'exemple de Roubaix, un club de Détroit le président vient de me dire que 90% de son budget il est bouclé par des partenariats. Il y a des modèles qu'on a ailleurs à l'étranger, mais il faut mettre vraiment tous les moyens humains et il n'y a pas que des ressources matérielles, que de l'argent qu'il faut investir. Il faut aussi mettre du cœur et du temps. Le plus important, c'est ça. Comment vous y répondez-vous à l'Olympique de Marseille en l'occurrence? Non, en fait, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique garanti. Donc on doit travailler pour le modèle économique. On doit chercher les affaires, les opportunités où les autres ne vont pas, en profitant de notre audience, que c'est différent, et de l'accès que nous avons aussi, que c'est un accès différent. Et donc je crois que oui, il y a un modèle économique, mais ce n'est pas donné par le système. Le système est encore en train de s'évoluer. Avec la Ligue et la Fédé, on parle beaucoup. Mais c'est à nous, comme club, de créer et aller chercher ce modèle économique. Et puis André, il n'y a pas de modèle unique, hein, c'est ça, il y a certains clubs qui prennent leur indépendance, d'autres qui décident de rester intégrés à une structure commune, là pour le coup. Il n'y a pas de bonne solution. Oui, on a eu beaucoup de combats idéologiques. Est-ce que les sections féminines doivent s'affranchir parce qu'on est tributaire finalement de la section masculine, ou est-ce qu'elles doivent rester ensemble? Pour moi, tant que la section féminine est financée et tant qu'il y a de l'investissement dans la section féminine, les deux modèles me valent. Je n'ai pas du tout de problème idéologique avec l'un et l'autre. Il y a des gens qui croient fortement dans le premier, il y a des gens qui croient fortement dans l'autre. Moi, j'ai la chance d'être dans un club comme Stefano, où on est incroyablement soutenu par les propriétaires et donc on a les budgets qu'on désire et on a les moyens dont on a besoin. Donc pour moi, le modèle mixte, ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais qu'il y a d'autres clubs qui profiteraient de s'affranchir et d'avoir leur propre stratégie, leurs propres investisseurs, leur propre modèle économique. Comment, Stefano, justement, la section féminine s'intègre justement au sein du club de l'Olympique de Marseille? Bon, à l'Olympique de Marseille, on est vraiment en partie intégrale du projet du club, surtout à partir je dirais, des derniers 2-3 ans où même les présidents, la propriété ont vraiment fait beaucoup d'investissements sur la croissance de la section. Cette saison, ce qui a changé, c'est qu'on a vraiment impulsé, on a commencé à définir un projet à long terme. Donc c'est la première fois qu'on a un directeur général 100% dédié aux féminines. Ça a déjà un témoignage de l'investissement du président et de la propriété. Mais aussi maintenant, c'est un projet à long terme. Donc on doit se structurer pour être compétitif cette saison-là en Arkema Premier League, mais aussi pour construire dans la formation et pour aussi construire une organisation qui est capable d'évoluer et de répondre à un marché qui est en forte transformation maintenant et de trouver les opportunités. Si on n'investit pas dans l'infrastructure, dans le capital humain, on n'arriverait pas. Donc à l'OM, on a une plateforme incroyable, même à Marseille et internationale, mais on doit, dans ce modèle-là, arriver à définir nos propres destins, parce qu'il y a des différences qu'on veut profiter. Quelles sont justement les opportunités, les principaux défis à relever? Vous avez déjà tous les deux de la chance, vous êtes dans des villes, dans des régions passionnées de foot. Voilà, vous parliez là d'investir dans les infrastructures, quels sont selon vous les principaux défis demain à relever? Déjà, on est très similaires en tant que club. En réalité, on a le même parcours, la même vision, on est montés ensemble dans l'AD1. Côté infrastructure, je crois que je suis un peu plus en avance que toi parce que j'ai un super stade pour l'année prochaine pour mes filles.
Et on a aussi, comme vous, accès au grand stade des garçons. Mais d'abord, il faut que ces stades soient remplis. Donc le grand défi, quand on parle de trouver des sources de revenus, c'est remplir nos stades. Pour moi, je suis obsessionnelle là-dessus. Il faut absolument amener les gens au stade. Du coup, il faut concevoir une stratégie billetterie, une stratégie com. Donc, les gens ne viennent pas d'eux-mêmes peut-être de voir du foot féminin. Ou peut-être ils viennent une première fois pour voir. Mais s'ils n'ont pas une bonne expérience, ils ne vont pas revenir. Et tout ça, ça prend énormément de temps et de travail pour avoir cette fameuse stratégie billetterie. Donc ça, c'est un défi énorme. Et ça, on ne peut pas s'appuyer sur la stratégie masculine parce que c'est pas... Oui. C'est pas du tout le même pas public. Pareil, c'est pas le même Donc public. moi, mon modèle que je dis 10 000 fois par jour, c'est Arsenal. Eux, ils disent qu'il n'y a que 20% des fans de l'équipe féminine qui sont aussi des fans de l'équipe masculine. Ils ont réussi à trouver 80% de leurs fans qui remplissent quand même leur stade avec 30 000 personnes en moyenne qui ne soutiennent pas l'équipe masculine. Donc on ne peut pas ni avoir accès ni au même CRM et on ne peut pas travailler pareil. Les gens qui viennent voir les filles ont d'autres motivations souvent aussi. Sur cette question de remplir les stades, oui, c'est hyper important. Mais pour le stade, je crois qu'il y a la question de la taille juste pour un stade pour le foot féminin. Parce que même l'expérience, c'est différent. La quantité de personnes qui viennent nous voir maintenant est différente. Oui, il y a des événements avec 20, 30 000 personnes, mais chaque match, ce n'est pas la même chose. Non? Donc, pour moi, dans le monde de l'infrastructure, on doit être adaptable et flexible. Pas toujours de s'attendre d'avoir 30 000 personnes au Vélodrome, même si un jour on arrivera, mais d'avoir la flexibilité, pas seulement au niveau des stades, que c'est la chose la plus visible, mais aussi au niveau d'infrastructures de soutien pour les centres de formation, pour l'entraînement de l'équipe première, pour la préformation qui est toujours de plus en plus professionnalisée. Donc en fait, quand on pense à l'infrastructure, c'est de voir chaque élément. Et c'est vrai aussi que c'est difficile de trouver une solution qui répond à tous les besoins. Donc en fait, de nouveau, on doit être flexible sur la durée et c'est peut-être des fois un puzzle à devoir construire. Et demain, vous changez d'échelle. La première division, c'est quand même un changement d'échelle. Comment vous abordez ça? Comment vous abordez la saison prochaine là? Avec un plus grand budget, déjà. Avec une révision de notre stratégie club. Donc un focus plus grand, par exemple dans notre cas, notre entraîneur, elle va vraiment, la mission numéro 1, j'ai dit, c'est le maintien. Ça va être, je pense, la plus difficile saison de la Première Ligue qu'on a jamais eue. Et ensuite, on essaie de mettre à leur disposition les moyens de succès. Et donc les fameuses infrastructures dont on a parlé, les conditions d'entraînement, être sûr que le staff, il est là, il est bien mentalement préparé pour le pas, parce que nos joueuses, on n'a presque aucune qui a jamais joué en Première Ligue. Donc il y a le grand pas, mais il y a toujours une première fois pour tout. Donc et on pourra s'adapter au cours de saison. Absolument. Au-delà d'infrastructures, de renforcement de l'équipe, de technique de l'équipe sur le terrain, je crois que c'est aussi une question de culture. Parce que même nous, il y a 5 ans qu'on n'était pas en Première Ligue. La Première Ligue a évolué, s'est transformée beaucoup dans les dernières années. Donc même d'avoir la culture d'être, si je peux dire, au même niveau des garçons. Parce qu'avec les garçons, nous avons les objectifs importants. Donc on doit arriver à avoir la même mentalité bientôt pour les féminines, mais aussi en sachant que c'est un processus. Donc oui, nous sommes concentrés sur cette saison-là, mais nous sommes aussi concentrés sur la saison 26-27 et 27-28. Donc la préparation pour les prochains 3-5 ans commence maintenant. Je parlais de villes, de régions passionnées de foot. Comment vous voyez l'impact de vos clubs dans la promotion, on parle de sport féminin, mais plus largement dans la promotion de l'égalité homme-femme, justement sur vos territoires? Ça aussi, c'est une question qui est intéressante. Oui, vous avez un rôle, vous avez un impact là-dessus? Absolument, et on a une chance incroyable. À Lens, les gens adorent le club, que ce soit des garçons ou des filles. Et j'ai de chair de poule parce que j'ai visualisé cette scène donc à la dernière match de la saison de l'équipe masculine. Toute la tribune des Ultras, qui chez nous est le long de donc la Marek, ils ont rendu un hommage incroyable aux filles qui venaient de monter en première division. Tu as des milliers de gens qui sautaient en même temps. Et la fierté qu'on a donnée à la région avec l'ascension des filles. J'ai reçu tellement de félicitations. Et maintenant, ça se voit. La campagne, par exemple, les nouveaux maillots, il y a la moitié garçons, moitié filles qui font la pub pour les maillots de cette saison. Et elles deviennent de plus en plus visibles et les gens sont de plus en plus fiers de leur club parce qu'ils les représentent.
À Marseille, les femmes sont fans de foot, regardent le foot. Il n'y a pas de raison qu'elles ne regardent pas le football féminin. Exactement, c'est pareil. On a eu une situation très, très jolie. On a fait la Tour d'honneur quand on a assuré la montée. On avait un vélodrome plein qui vraiment hommageait notre équipe. Et ça, c'était un symbole très visible du soutien. La ville vraiment n'attendait que notre montée. Donc maintenant qu'on a monté, on peut vraiment représenter les valeurs de Marseille, de l'OM, et d'être une autre source de fierté pour la ville. Parce qu'après, oui, il y a déjà nos petites, ils vont au vélodrome dès qu'ils ont 4 ans. Donc déjà, il n'y a pas de différence entre filles et garçons là. Donc, Vous parliez d'expérience tout à l'heure, Stéphano. Comment vous décririez cette expérience qui est donc un peu différente? Elle ne sera pas exactement la même. Aller voir un match de football féminin, ce n'est pas exactement pareil que d'aller voir un match de football. Voilà. Comment vous décririez l'expérience d'un match de foot féminin pour ceux qui nous regardent, qui ne regardent peut-être pas beaucoup, et pour les amener à regarder plus? Déjà, je vous implore de venir voir les filles parce que pour l'instant, j'ai eu 0 retour négatif. Tous les gens qui viennent pour la première fois découvrent ce sport qui est collectif, où il y a beaucoup de temps de jeu effectif. Il y a beaucoup moins de blessures ou moins de... voilà. Et surtout, c'est très fair play. D'ailleurs, c'est les mots qui reviennent souvent quand on parle du foot féminin. Les jeux sont incroyablement accessibles. À la fin du match, elles prennent le temps pour signer des autographes, prendre des selfies. Et c'est très familial. Et moi, j'ai de la chance parce que ça tombe dans l'esprit de Lens, qui est un club famille. On est ensemble. Et donc, l'ambiance, pour nous, des matchs des féminines, c'est une ambiance familiale. Le public, il est effectivement peut-être un peu plus jeune que dans les matchs masculins. Il est plus féminisé aussi. Il y a peut-être un peu plus de filles. On invite aussi beaucoup tous nos licenciés féminines de la région. Et je vous promets, c'est une super expérience. Non, c'est vrai. En fait, je dois le dire honnêtement, les gens qui sont venus pour la première fois à voir le foot féminin cette saison à Marseille, ils ont été surpris par la qualité du jeu. Donc ça, déjà, c'est une chose. Mais après, oui, c'est familial, c'est que le foot féminin est plus événementiel, je crois. Ça, c'est l'opportunité. On a commencé à le faire à Marseille. Donc oui, il y a le foot, mais il y a des autres choses. Et ça s'applique pas seulement pour le public, mais aussi pour les partenaires qui ont plus accès, même pour leurs collaborateurs, pour leurs clients. Donc je crois qu'en foot féminin, il y a plus d'accès, il y a plus possibilité de faire d'autres choses avant, pendant et après les matchs, que peut-être, je vous donne l'exemple du vélodrome, c'est plus difficile à faire dans un match de garçons. Merci Stéphano, merci Andrea. Allez l'OM et allez Lens, merci.